Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre notre série dans laquelle on revisite des sujets, des outils classiques du développement personnel, façon shadow work et slow coaching. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'un des modèles les plus fascinants de la dynamique relationnelle, le triangle de Karpman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique. Si vous ne le connaissez pas, pas de souci, je vais vous l'expliquer très rapidement, mais surtout, je vais vous proposer une version réinventée de ce triangle, un anti-triangle quelque part, où les rôles de victime, persécuteur et sauveur deviennent des opportunités pour se reconnecter à soi et à ses responsabilités. Alors préparez-vous, car on va sortir du drame pour entrer dans la puissance de la conscience et de l'équanimité. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Le triangle de Karpman, c'est un modèle qui montre comment nous nous enfermons dans trois rôles récurrents dans nos relations, la victime, le persécuteur et le sauveur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un jeu relationnel, souvent inconscient, auquel plusieurs personnes participent et auquel d'ailleurs on peut jouer aussi tout seul. Chacun des joueurs est lié par un accord tacite où chacun accepte inconsciemment de jouer son rôle pour maintenir la dynamique. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu entres dans ce jeu, tu ne restes jamais figé dans un seul rôle. Tu rentres par l'un d'entre eux, mais tu passes tour à tour par les trois rôles. C'est un ballet, un ping-pong émotionnel où la victime devient persécuteur, le sauveur devient victime, et ainsi de suite. Par exemple, tu peux commencer en tant que victime, te sentir impuissante et blâmée par le persécuteur, jusqu'à ce que soudain tu bascules dans la colère et deviennes toi-même persécutrice ou encore sauveuse en tentant de résoudre les problèmes de tout le monde. C'est un cercle vicieux où tout le monde est perdant, mais où tout le monde pense qu'il doit continuer à jouer pour maintenir une forme d'équilibre. Je te donne un exemple de triangle en solo, tu vas voir, c'est très amusant. Imaginons une situation où tu as pris du retard sur un projet personnel qui te tient à cœur. Disons, l'écriture d'un nouveau post sur ton profil Instagram. Là, tu sens monter l'anxiété et tu commences à t'auto-saboter. Tu commences par te dire que tu n'y arriveras jamais, que tu te sens dépassée, impuissante, comme si tout ce que tu entreprenais était voué à l'échec. Là, tu te racontes une histoire du genre: de toute façon, j'ai pas le temps, les autres sont tellement plus organisés que moi, je ne suis pas faite pour ça. Bref, tu te positionnes en victime de tes propres limitations. Mais ça ne s'arrête pas là, car rapidement, tu passes au rôle de persécuteur contre toi-même. Ta voix intérieure se durcit. Franchement, pourquoi t'es toujours comme ça? Tu te disperses, tu n'arrives jamais à rien. Si seulement tu étais plus discipliné, tu serais déjà bien plus avancé. Tu te critiques, tu te juges sévèrement, comme un persécuteur invisible qui te tape dessus. Et là, pour sortir de cet inconfort, ton sauveur intérieur arrive à la rescousse. Il te propose des distractions pour te sauver, entre guillemets, de ta souffrance. Peut-être que tu te dis: allez, fais une pause, regarde une série, tu te sentiras mieux après. Ou tu te dis: je vais ranger un peu, ça m'aidera à me remettre dans le bain. Le sauveur n'est pas vraiment en train de te remettre dans la bonne direction, il te donne juste des échappatoires temporaires pour éviter de faire face à ce qui te fait mal. Donc voilà, tu viens de faire un tour complet du triangle en solo, en passant de la victime à la critique intérieure du persécuteur, puis en tentant de t'auto-sauver avec des distractions. Tu nourris une dynamique de souffrance intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que ces rôles te permettent d'éviter de te confronter à la vraie question: pourquoi as-tu du mal à avancer sur ce projet? En reconnaissant cette mécanique, tu peux sortir de ce jeu en prenant la responsabilité de tes pensées et actions et en intégrant une posture d'équanimité. En bref, ces rôles s'auto-alimentent et créent des dynamiques de souffrance. La victime se sent impuissante, le persécuteur critique ou contrôle, et le sauveur veut aider, entre guillemets, les autres en prenant leurs problèmes à sa charge. Bref, tu l'auras compris, c'est un cercle vicieux, mais
Si on se contente de ces définitions, on rate l'essentiel à mes yeux. Ces rôles sont des points d'entrée vers une prise de conscience profonde. Dans le triangle classique, la victime est souvent perçue comme impuissante, écrasée par les circonstances, les autres ou la vie elle-même. C'est un rôle où l'on cherche souvent la pitié ou le soutien sans avoir réellement envie de changer les choses. Mais dans l'anti-triangle, ce rôle devient une porte d'entrée vers une profonde transformation intérieure. Lorsque nous nous retrouvons dans ce rôle, c'est l'occasion idéale de nous poser des questions cruciales. Plutôt que de nous laisser entraîner par l'apitoiement, nous pouvons observer pourquoi est-ce que je me sens impuissante ici. Et surtout, quels sont les leviers que j'ai à ma disposition que je n'utilise pas. La victime nous invite à explorer nos croyances profondes sur le pouvoir et la responsabilité. Parfois, on se sent victime parce qu'on a abandonné notre propre autorité sur notre vie, souvent par peur de l'échec ou du rejet par exemple. Je te donne un exemple personnel. Je me souviens d'une période où je me sentais complètement piégée dans le rôle de la victime. Mon passé, mes souffrances semblaient dicter ma vie entière. Tout ce qui se passait autour de moi renforçait cette impression que je n'avais aucun contrôle sur ma situation. Mais il y a eu ce moment décisif où j'ai dû faire un choix. Soit je restais dans cette souffrance passive, soit je décidais de m'en sortir, même si cela me demandait de l'effort et que ça piquerait tout autant. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental pour moi, que je reste dans ma douleur ou que je décide de m'en sortir, les deux prennent du temps, les deux prennent de l'énergie, et les deux demandent des efforts. En réalité, rester comme on est, coincé dans le rôle de victime, demande tout autant de force que d'en sortir. C'est juste un choix de quelle souffrance on accepte de traverser. Est-ce que je choisis la souffrance de l'immobilisme ou celle de la transformation? Les deux font mal, mais l'une mène à la libération et l'autre nous maintient dans une spirale infernale. Le cadeau caché de la victime, c'est donc l'opportunité de reconnaître que la vraie puissance vient de l'intérieur. En tant que coach, je vois souvent des clients qui sont coincés dans ce rôle, attendant que la vie ou quelqu'un d'autre leur apporte la solution. Mais lorsque tu réalises que ta capacité à transformer la situation dépend de toi, c'est là que la magie opère. Ce n'est plus une question de fuir le malaise, mais de l'embrasser pour en reprendre les rênes. Le persécuteur, dans le modèle classique, c'est celui ou celle qui critique, qui juge, qui contrôle, qui est dur et qui impose sa vision aux autres. Mais dans l'anti-triangle, ce rôle nous invite à une relecture plus subtile. Et si le persécuteur était en réalité un messager, un signal d'alarme que nous avons perdu notre alignement intérieur. Quand on se sent persécuteur, il ne s'agit pas juste de faire du mal à l'autre. Souvent, ce rôle émerge lorsque nous sentons que quelque chose est déséquilibré en nous, est désaligné. Peut-être que nos actions sont en contradiction avec nos valeurs profondes ou que nous essayons de contrôler une situation qui échappe complètement à notre compréhension. Le persécuteur est donc un signal qui te dit « Stop, regarde en toi, où as-tu dévié de ton intégrité ?» Encore une fois, je te donne un exemple perso. Dans mes débuts en coaching, il m'arrivait parfois d'être tellement convaincue de la bonne direction pour mes clientes que je devenais presque autoritaire dans mon accompagnement. Avec le recul, j'ai réalisé que ce besoin de contrôle venait de mes propres insécurités. Je voulais être sûre que mes conseils portaient leurs fruits pour éviter d'échouer dans mon rôle de coach. Ce n'était pas aligné avec mes valeurs de respect et de confiance envers l'autre. Ce que l'anti-triangle nous apprend donc ici, c'est que chaque fois que l'on tombe dans le rôle du persécuteur, et on y tombe chaque fois, je sais que c'est le moins confortable à assumer, mais on y tombe absolument toutes et tous à partir du moment où on entre dans le jeu, ce rôle est un appel à retrouver notre alignement. Il n'y a pas besoin de se juger, mais simplement de voir où nous avons dévié. Le persécuteur nous permet de revenir à notre centre, de réaligner nos actions avec nos valeurs profondes et de cesser de vouloir imposer quoi que ce soit aux autres ou à nous-mêmes. Passons maintenant au rôle du sauveur. Ah, le rôle du sauveur, celui qui veut tout arranger, tout réparer, tout gérer. Dans le modèle classique, le sauveur est celui ou celle qui intervient souvent sans qu'on le lui ait demandé, pensant que son aide est absolument indispensable. Mais dans l'anti-triangle, le sauveur devient un accompagnateur bienveillant, capable de reconnaître les ressources de l'autre sans chercher à imposer les siennes. Le sauveur, dans le triangle, est souvent celui qui intervient pour aider, entre guillemets, les autres, parfois à ses dépens, et souvent sans que l'autre n'ait vraiment demandé cette aide. Ce que l'on réalise dans l'anti-triangle, c'est que le sauvetage est souvent un besoin mal placé de combler nos propres manques.
Peut-être que nous avons besoin de nous sentir utiles, ou que nous évitons de nous confronter à notre propre vide intérieur. Le sauveur, comme les autres rôles, nous invite à une prise de conscience. Qu'est-ce que je cherche réellement à travers cette aide que j'apporte? À nouveau, je te donne un exemple perso. Pendant une large partie de mon enfance et de mon adolescence, j'ai porté sur mes épaules quelque chose de bien trop lourd pour une enfant. Je voulais sauver ma mère. Je ne sais pas si cette mission m'avait été inconsciemment donnée ou si je me l'étais appropriée toute seule. Tout ce que je sais, c'est que je voyais à quel point elle était malheureuse. La première fois que j'ai préparé un biberon pour mon petit frère tout beau tout neuf, parce que je sentais qu'elle n'était pas vraiment là, sous une forme, je devais avoir 2 ou 3 ans. Spoiler, j'avais oublié l'eau, je pense qu'il n'a pas mangé ce jour-là. Pas le biberon que je lui avais préparé en tout cas. Après le départ de mon père, ma mère donc avait des idées plutôt sombres et je dormais par terre par exemple à côté d'elle pour être sûre qu'elle ne parte pas elle aussi, quelle que soit la forme. Dans cette même période, j'étais devenue les épaules sur lesquelles elle se dressait, surtout dans le cadre de l'aliénation parentale qu'elle faisait subir à mon père par mon biais. Ce rôle de sauveuse pour ma mère était ancré en moi, comme si c'était devenu une identité, ma raison d'être même. Je me disais que si j'arrivais à la rendre heureuse, alors peut-être que tout irait mieux. Probablement même qu'une partie de ma valeur intrinsèque, personnelle, perçue en tout cas, se jouait là. Je passais mes journées à essayer de la soulager, de la distraire, de lui apporter un peu de lumière dans ce qu'elle vivait. Mais la vérité, c'est que ça ne fonctionnait jamais vraiment. Je me suis épuisée à vouloir porter son fardeau, à espérer que mon amour ou mes efforts suffiraient à la sortir de son malheur. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que j'ai compris que personne, pas même une enfant aussi déterminée que je l'étais, ne pouvait sauver quelqu'un qui ne le veut pas ou qui ne peut pas être sauvé. Ce rôle de sauveur que j'avais adopté a fini par devenir une sorte de programme intérieur qui m'a suivi longtemps même à l'âge adulte. Et en tant qu'adulte, justement, j'ai souvent ressenti ce même besoin de sauver les autres, de me rendre indispensable dans leur vie, surtout quand j'estimais qu'ils étaient en souffrance. Ce schéma de l'enfance s'était tellement enraciné en moi qu'il dictait même ma manière de me comporter dans mes relations. C'était presque automatique. Dès que quelqu'un allait mal, je me sentais investie d'une mission pour l'aider à tout prix, même si cela signifiait, souvent, m'oublier moi-même. Ce besoin de sauver était aussi une manière de me sentir utile, de combler un vide intérieur que je ne voulais pas affronter. Je validais mon existence à travers l'aide que je pouvais apporter. Cela me donnait l'illusion d'avoir un rôle indispensable dans la vie des autres, et donc d'avoir une place quelque part. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, tout comme dans mon enfance, je finissais par m'épuiser, à courir après une satisfaction que je n'obtenais finalement jamais. Je réalisais que je ne pouvais pas sauver tout le monde, tout comme je n'avais pas pu sauver ma mère. Ce rôle, que j'avais tellement intériorisé, était en réalité une fuite, une manière d'éviter de faire face à ma propre douleur, à mon propre besoin d'être sauvé. Dans l'anti-triangle, donc, le sauveur cesse d'imposer ses solutions et devient un accompagnateur conscient, qui fait confiance à l'autre pour trouver son propre chemin. C'est un rôle où l'on pratique l'écoute profonde, active, la patience et la confiance en la capacité de chacun à se guérir lui-même. En tant que coach, j'ai appris que mon rôle n'était pas de résoudre les problèmes des autres, mais de leur fournir un espace sûr, serein, pour qu'ils puissent découvrir leurs propres réponses. L'anti-triangle, donc, nous apprend que ces 3 rôles ne sont pas des impasses, mais des invitations à explorer nos dynamiques internes. La victime nous permet de retrouver notre pouvoir, le persécuteur nous ramène à notre intégrité, et le sauveur nous enseigne l'art de l'accompagnement bienveillant. En embrassant ces rôles avec conscience, on sort du drame pour entrer dans un espace de responsabilité, de transformation et d'équanimité. Maintenant que vous avez une vision plus claire de ce que peut être l'anti-triangle de Karpman, je vais vous proposer quelques exercices très simples pour l'appliquer dans votre quotidien dès maintenant. Premier exercice, je l'ai intitulé « Reprendre son pouvoir intérieur ». Et celui-ci s'adresse au rôle de victime. Je vois que tu suis, c'est super. La prochaine fois que vous vous sentez impuissante face à une situation, prenez un moment pour identifier 3 choses sur lesquelles vous avez du contrôle, aussi petites soient-elles. Cela peut être vos pensées, vos actions ou la manière dont vous réagissez. Deuxième exercice, je l'ai appelé « Réaligner vos actions avec vos valeurs » et il s'adresse au persécuteur. Ça rime, c'est beau, c'est parfait. Quand vous ressentez de la colère ou l'envie de contrôler par exemple,
posez-vous la question suivante. Quelle valeur importante est en jeu ici? Cela vous aidera à revenir dans un espace de cohérence. Enfin, troisième et dernier exercice, accompagner sans sauver. Et il s'adresse bien sûr au sauveur. Avant de vouloir aider quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cette personne m'a demandé de l'aide ou est-ce mon envie de sauver qui parle? Ensuite, si vous choisissez d'agir, accompagnez cette personne en lui laissant son pouvoir de décision. Et j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse ici sur ce troisième exercice, puisque ça peut soulever une question super importante, n'est-ce pas? Quid de la spontanéité dans nos relations? Et très sincèrement, c'est une question que je me suis posée 1 milliard de fois et à laquelle j'ai du mal à répondre. Et donc, comme moi, j'imagine, vous pourriez vous demander, mais si je me pose trop de questions avant d'agir, est-ce que ça ne va pas enlever toute spontanéité à mes relations? Et c'est vraiment une excellente question. Et voilà ce que j'ai découvert donc, après m'être posé la question 1 milliard de fois. La vraie spontanéité, ce n'est pas de réagir automatiquement ou d'essayer de résoudre les problèmes des autres à tout prix. La spontanéité, c'est être pleinement présent à l'instant et à l'autre, sans interférer avec ses besoins ou son parcours. Être spontané, en fait, ça ne veut pas dire être inconscient ou réactif, au contraire même. C'est parfois simplement offrir une écoute attentive, un espace de soutien, sans avoir à faire. C'est agir à partir d'un espace de clarté et non de compulsion. Donc oui, poser ces questions à soi-même n'enlève rien à la spontanéité. Au contraire, cela permet d'être dans une relation plus authentique, plus respectueuse des besoins de chacun. Donc voilà, vous disposez maintenant de cet incroyable outil que j'ai créé pour vous, qui est l'anti-triangle de Karpman. Est-ce que c'est pas fabuleux? Est-ce que c'est pas incroyable de voir de quelle façon notre regard posé sur les choses peut transformer l'expérience qu'on en a? Jusque-là, le triangle de Karpman était quelque chose considéré plutôt comme douloureux, considéré comme accusateur presque parfois. J'ai beaucoup de clientes qui s'identifient à l'un des rôles et puis qui en ont honte, qui culpabilisent ou qui se mettent en colère ou qui rejettent parce que c'est des responsabilités à prendre qui sont compliquées. Alors, le fait que je vous présente l'anti-triangle ne signifie pas qu'il faut rejeter le triangle, parce que ce qu'il évoque est super important dans le cadre de nos dynamiques relationnelles, mais d'avoir cette autre lecture possible également, c'est un « et », pas un « ou », je trouve que ça ouvre des portes qui sont très intéressantes et que ça propose un équilibre dans ces lectures qui peut être salvateur. Le triangle de Karpman nous enseigne à quel point nous pouvons rester prisonniers de dynamiques qui se rejouent encore et encore, sans même que nous en ayons conscience. Mais l'anti-triangle nous offre une toute autre voie. Il ne s'agit plus de se débattre pour sortir des rôles de victime, de persécuteur ou de sauveur, mais d'accueillir ce qu'il révèle de nous. Ces rôles ne sont pas des ennemis, ils sont des signaux, des messages. Chacun d'eux pointe une direction que l'on refuse peut-être de voir. La victime nous tend la main pour nous rappeler que notre puissance n'a jamais disparu, qu'elle est là, juste sous la surface, prête à être réclamée. Le persécuteur, quant à lui, nous confronte à notre besoin de contrôle, mais il nous invite surtout à retrouver notre alignement et à agir avec intégrité. Et enfin, le sauveur, lui, nous murmure qu'il n'a jamais été de notre responsabilité de porter le monde sur nos épaules, mais qu'il est possible d'accompagner les autres depuis un espace de confiance et de respect mutuel. Ces rôles ne sont pas des cases figées, ce sont des mouvements intérieurs. Ils se déclenchent et se dénouent au rythme de notre présence et de notre conscience. Et c'est là toute la force de l'anti-triangle. Il ne cherche pas à nous faire sortir du drame, mais à nous montrer que le drame, lui, disparaît de lui-même lorsqu'on arrête d'y participer. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à jouer l'un de ces rôles, je t'invite à faire une pause. Observe. Demande-toi, quel est le cadeau caché ici? Qu'est-ce que ça dit de moi? La puissance? L'intégrité? La bienveillance? Lâchez le besoin d'en sortir et accepte de traverser le rôle en conscience. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeu s'arrête. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais eu besoin de jouer. Tu n'as jamais eu besoin d'être une victime, ni une sauveuse, ni une persécutrice. Tu es bien plus vaste que ça. Tu es tout à la fois. Tu es bien plus que ça. L'anti-triangle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il t'invite à te révéler tel que tu es déjà. Alors, choisis d'être cette présence consciente au milieu du mouvement. Choisis d'être l'espace où tout peut se vivre sans résistance. Là où il n'y a ni victime, ni persécuteur, ni sauveur. Juste toi. Entière, complète, unifiée.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a permis de voir ces rôles sous un nouveau jour et de t'offrir la possibilité de te rencontrer là où tu n'as rien à prouver ni à réparer. Si tu as envie de partager ce que cet épisode a éveillé en toi, je serais très heureuse de le lire ou de l'entendre. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, tu n'as jamais été cassée, juste infiniment vivante. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.